Hmm, J'étais en train de me demander si on voyait Mascas et je crois que oui. Allez, générique. Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés, prêts à passer un bon moment, c'est le début du week-end. Aujourd'hui, spécial achat manga, spécial IMO, spécial le lézard noir. Alors, je pensais vous présenter les achats manga du mois de septembre, mais le passage à Paris, plus les bonnes occasions trouvées là-bas, plus le budget obtenu avec quelques ventes vintage, parce que j'avais un petit peu anticipé mon séjour, font que j'ai pas mal de titres à vous présenter, à vous montrer que j'ai acheté à un super prix en plus, et dans un super état, et que j'ai pris la peine de les lire avant de vous les montrer aujourd'hui, comme ça on va en discuter aussi un petit peu, donc spécial achat, avis manga, IMO et les arts noirs, sauf un. Le premier que j'ai acheté en compagnie de Mangadoc et de Garami-sama, salut à vous deux. Hop, Tokyo Killers, par évidemment Jiro Taniguchi et Natsuo Sekikawa. C'est chez Kana, hein, dans la collection Made in. Et j'ai été attiré d'abord par son prix parce qu'il était à 8€ et que franchement Taniguchi à 8€, franchement ça fait vraiment la blague. Ah, attendez, j'arrive à me décaler un tout petit peu, j'ai l'impression que je me rogne tout seul. Voilà. Franchement, c'est un hommage au film noir Tokyo Killer. Ça se passe la nuit, ça se passe à Tokyo, mais pas que. C'est un environnement un peu à la Quentin Tarantino avec des ambiances franchement sombres. De pistolets, de vengeance, de tueurs, d'alcool, de bars, de métiers de la nuit, de femmes, d'hommes meurtris, revanchards, avec un lourd passif, avec une envie d'en finir. C'est vraiment un hommage à ce genre. Voilà, c'est un véritable hommage. Il y a plusieurs histoires. On a l'impression que tout s'entremêle un petit peu sans que ce soit vraiment le cas. On est un peu perdu là-dedans, que ce soit dans la temporalité, même dans les lieux, voilà, c'est même dans la façon de narrer. Il y a différents styles de narration. Le premier va être, alors je vais faire attention un petit peu aux pages que je vais vous montrer parce que il y a des scènes un peu crues et cruelles. Voilà, vous avez des pages comme ça, pleines pages. Alors les premières pages en couleur sont absolument fabuleuses, vous voyez. Et la narration, en fait, c'est du texte. Voilà, c'est du texte, c'est le personnage là qui nous livre ses émotions, ses états d'âme. C'est un petit peu particulier à lire dans un premier temps. Voilà, ça passe très très bien. Voilà, donc ça, celle-là, c'est mieux de pas vous la montrer. La deuxième histoire, oui, c'est cru. Hein. La deuxième histoire, ça va être très peu de texte. Là aussi, c'est un peu de la couleur. On est plus dans de la trichromie, hein, noir, rouge, blanc. Mais ça passe très très vite. Ça passe très très vite, voilà. Et puis finalement, je vérifie quand même. Finalement, voilà, on a plusieurs histoires comme ça, avec un dessin, mais alors d'une puissance. C'est détaillé, les personnages, ils ont de la gueule, mais ils ont de la gueule, ils dégagent un charisme dingue dans ces histoires. Voilà, au hasard, hop, petite scène dans un bar, comme ça, vous voyez, c'est propre, c'est fin, c'est travaillé, c'est maîtrisé, et c'est maîtrisé, c'est Taniguchi, hein, c'est un maître. Hein. Donc automatiquement, c'était une lecture que je n'ai pu que apprécier, que j'ai dévoré, honnêtement, et voilà, il va rejoindre ma petite collection avec Quartier Lointain notamment et le Sommet des Dieux que j'affectionne particulièrement. Je vais le ranger comme un bon Taniguchi. Ils ne se valent pas tous, mais globalement, on est quand même sur du très très bon à chaque fois. Je mets 4 étoiles pour mon Tokyo Killers. Ensuite, c'est un peu le bazar. Je vois pas pourquoi il est là, celui-là. On va d'abord parler de ces trois-là d'un coup. Donc vous les avez reconnus. C'est du Hideshi Ino. C'est Panorama de l'enfer que j'ai acheté et que j'ai lu, hein, parce que j'ai quasiment tout lu en fait, donc on va parler de tout un petit peu aujourd'hui. L'enfant insecte et évidemment Serpent rouge. Alors je ne connaissais absolument pas Hideshi Ino. D'abord il faut savoir que tous ces mangas là, vous avez vu l'état, hein, impeccable. C'est pas corné, c'est vraiment dans un état impeccable. Il faut savoir que ces mangas là n'ont pas de jaquette. Ils coûtent Imo, le lézard noir, entre 14 allez, 12 pour certains, peut-être titre, je crois que Mauvaise Herbe, je crois qu'on est à 12 quelque chose, de 12 à 20, 22€, grosso modo, bon là c'était 14, je les ai eu tous à moitié prix dans cet état-là.
Parfait. Alors, je suis pas revenu avec. Je me suis fait un propre colis que je me suis envoyé. Non, mais n'importe quoi. Et c'est arrivé le jour où je suis rentré, donc c'était parfait. Mais j'étais très content. Et du coup, voilà, j'ai pris tout ça. Hein. Alors, il y a, bon, je vous dirai où je les ai trouvés, mais ça, c'était vendeur particulier. Donc, hop, je suis allé, tac, tac, terminé, j'ai pris, bonne affaire. Hop, merci, emballé, c'est pesé. Hideshi Ino, je ne connaissais absolument pas. C'est vraiment de l'horreur des années 70. C'est quand même particulier, parce que si on réfléchit bien, on est à 50 ans d'œuvres, 50 ans que ces œuvres existent, et on a un trait, mais... Alors d'emblée on sait que c'est dérangé, hein. D'emblée aux couvertures on sait que c'est dérangé, mais les personnages eux-mêmes dégagent quelque chose de je sais pas, pas forcément d'effrayant, il n'y a pas de mal-être non plus, c'est quelque chose de dérangeant, on les sent perturbés. Le trait est perturbant et les personnages sont perturbés. Voilà l'enfant par exemple, qui a peur, et ça symbolise quand même énormément les yeux très gros avec du noir de peur, du noir de fatigue, du noir de tension, du noir d'incompréhension. Bref, les personnages sont extrêmement diaboliques d'une certaine façon. Moi, je les ai dévorés. J'ai dévoré les trois. Hein. Les trois sont des univers à part, à proprement parler. On rentre vraiment chez l'auteur là, un peu dérangé, honnêtement. Panorama de l'enfer est hallucinant. L'enfant insecte est rigolo. Il passe bien. Il est plutôt marrant. Il fait pas vraiment peur. Voilà. Ça fait un peu conte de la crypte, vous voyez. Le serpent rouge est pas mal du tout aussi. Mais celui-là est vraiment dérangé. Hein. Oh là là, je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais... Mais alors lui, dès le départ, on a affaire à un personnage qui a une... Ah voilà, de toute façon ça démarre très très bien, voilà. Paf. Vous prenez ça dès le début en double page, donc je vous en dirai pas plus. Je ne vais pas trop raconter ce qui se passe dans les œuvres, parce que ce sont des one-shots. Et comme il faut vraiment investir le manga, comme il faut se laisser aller à l'univers de l'auteur, en parler, c'est déjà un peu tricher avec vous, en fait. Vous allez perdre du plaisir. Non. Par contre, ce que je vais dire... c'est qu'on a des mangas dont l'auteur maîtrise son trait. Alors on va l'aimer ou on va pas l'aimer, hein. Je le remontre encore une fois, on va aimer son trait ou on ne va pas l'aimer. En tout cas c'est maîtrisé dans ce qu'il veut faire passer. C'est maîtrisé dans le rythme aussi, c'est très très étonnant pour un manga qui date quand même d'une certaine époque. C'est maîtrisé aussi dans l'univers un peu, on est un peu dans de l'horreur qui est matérialisé par des dessins évidemment qui sont un peu sec, hein, un peu vraiment marquant et marqué et marquant, mais on est vraiment dans de l'horreur un peu psychologique. Il y a de la paranoïa, c'est pas panorama de l'enfer, j'ai dit paranoïa, mais en fait ça marche très bien, je m'embrouille. Paranoïa marche très très bien, c'est panorama, petit lapsus, mais c'est plutôt révélateur. Voilà, on est dans de l'horreur un peu psychologique. Franchement, c'est de la pathologie sociale, hein, grosso modo, hein, à chaque fois. Hein. Et c'est vraiment extrêmement bien amené. Ça se dévore, ça se lit vite. Ça se lit vite, mais c'est vraiment incroyablement bien amené dans un univers... je sais pas, un univers atypique, à chaque fois. Voilà, donc je mets 4 étoiles pour les 3, je les ai pas distingués, c'est vraiment l'ensemble. Je vous les conseille, je ne saurais pas par lequel vous conseillez, parce que les 3 sont différents et les 3 pourraient plaire dans un ordre différent à tout le monde, mais je vous les conseille, allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Alors ensuite on va enchaîner avec un auteur que j'ai découvert dans la collection Akata What the Fuck avec, vous savez, le manga Mythochon Armageddon, à la poursuite des boules du dragon, qui est évidemment une satire un peu sociale, parce que c'est un auteur qui aime bien la satire, et qui caricature aussi son métier, qui fait des clins d'œil à d'autres œuvres, avec plus ou moins de malice et de vice. Voilà, on sait plus trop si c'est un hommage ou si c'est de la moquerie. Voilà, ça, vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est Mangataro, et Pierre Taki en l'occurrence, là, qui nous signe... Oh là, là ça brille pas mal, qui nous signe Heartful, hop, c'est mieux avec ma main, Heartful Company. Bah ça c'est what the fuck, hein. C'est complètement barré. Alors c'est le dessin du mangaka peut-être le plus sale que je connaisse. On a le dessinateur de Bathtub Brothers et Ladyboy vs Yakuza, mais lui a peut-être le dessin le plus sale que je connais.
Voilà, hein, bah, de toute façon c'est pas dur, j'en prends une au pif, et voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est immonde, et ça marche vachement bien avec les messages qu'il veut faire passer. L'histoire est incroyable, c'est un peu what the fuck, c'est parfois léger, mais c'est complètement barré, et il y a des choses vraiment sérieuses dedans, quoi. C'est extrêmement bien amené, moi je l'ai dévoré, bah, voilà, c'est IMO encore, hein, là aussi c'est collection IMO. Moi je m'y attendais pas, et ça marche d'autant plus que le plaisir est encore plus grand quand on s'y attend pas. Vous voyez, quand on commence un livre, des fois on attend énormément une série. Je pense notamment à The Fable que Mangadoc avait découvert avec son tome 1, il était un petit peu déçu, et puis après ça prend. Et puis des fois, on n'attend rien, et en fait ça amène beaucoup. Et ben là c'est un petit peu le cas. Alors ça plaira pas à tout le monde, ça c'est clair. Déjà le dessin ne plaira pas à tout le monde, la façon dont l'humour est amené ne plaira pas à tout le monde, parce que des fois il n'hésite pas à se foutre de notre gueule, hein. Même dans Mytho-Chouan Armageddon, l'auteur se fout de nous pour avoir acheté son manga. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Mais ça marche bien, et les dessins sont absolument dingos, dégueulasses. Voilà, on en remet une double page, tac, hop. Ça marche très très bien, je me suis régalé, je mets 3 étoiles pour celui-là. Bonne lecture, 3 sur 5, hein, je mets toujours sur 5. Franchement, là aussi je peux le conseiller si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans l'univers du manga, d'aller un petit peu plus loin dans les mangas un peu de niche comme ça, qui sont assez atypiques. Pour le coup, là, côté atypique, on est à fond. Ensuite, on va continuer avec du Shintaro Kago. Je mets celui-là en bas parce que j'ai l'autrice qui avec 2 tomes ici, là, et celui-là est tout au-dessus, donc il s'est mal rangé. Avec Carnet de Massacre, 13 contes cruels du Grand Edo, et alors ça c'est la cover la plus moche qui existe au monde, franchement. Une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser? C'est aussi le titre le plus what the fuck qui existe. Voilà, en fait ils avaient oublié de faire la cover, je pense. C'est pas possible. Donc Shintaro Kago, c'est très particulier dans sa façon d'amener les choses. Il est très dérangé. Parfois, franchement, je trouve, c'est du génie. C'est incroyable. C'est incroyable de finesse dans le trait. C'est incroyable de finesse aussi dans la caricature, dans la satire, dans la dénonciation. Parfois, c'est absolument génial. Parfois, c'est absolument détestable. Et parce que on est dans du grotesque, on est dans de la violence, des fois même de la pornographie complètement inutile, et c'est très oscillant en fait. Vous voyez, on passe comme ça par diverses émotions. Peut-être que c'est ce qui veut nous faire passer d'ailleurs par diverses émotions. L'auteur, pour le coup, c'est absolument réussi, donc ce serait un grand bravo. Moi, je pense que voilà, il génère des choses et on peut pas adhérer à tout ce qu'il génère. C'est pas possible. Parce que c'est un univers très particulier, là encore. Est-ce que je peux vous montrer? Alors, son trait est... Non, ça je peux pas. Non, ça encore moins. Alors, voilà. Son trait est plutôt fin, plutôt propre. Alors, c'est assez figé, c'est assez posé, hein, voilà. C'est assez vieux aussi comme façon de travailler, mais ça marche très très bien. Les petites histoires comme ça, certaines sont vraiment très très bonnes, on se laisse complètement porter par l'univers. D'autres font référence quand même à des cultures, à une culture japonaise, avec des gags manga des fois, enfin des petites histoires comme ça d'1 ou 2 pages, moi personnellement des fois j'ai du mal à saisir. Mais globalement, je regrette pas ces achats, ça se lit, ça se lit bien en fait, ça se lit bien. Comme on est sur du recueil, évidemment, tout n'est pas égal et tout n'est pas bon. Voilà, donc peut-être que vous allez l'acheter et que vous allez l'apprécier sur certaines histoires que moi j'ai pas forcément aimé, peut-être que je vais en apprécier davantage que vous n'allez pas aimer, mais je pense que si vous aimez un petit peu l'ambiance, vous allez forcément vous y retrouver. Donc, Carnet de Massacre, 13 contes cruels du Grand Edo, il y en a un deuxième, je pense que je vais l'acquérir, là il y était pas, mais bon, j'ai pris tout ce qu'il y avait, c'était dans un tel état, super. Et une collision accidentelle, pareil, sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser? Donc là, nous avons également plusieurs histoires. Je m'y attendais pas, moi je pensais que c'était un one-shot en fait avec un titre aussi long, et bah pas du tout en fait. On a plein d'histoires là-dedans, dont certaines d'ailleurs sont même pas des histoires, c'est juste des pages, c'est juste une espèce de photos, des dartbooks. Il y a énormément de dessins étranges, dont une que j'adore. Je vais essayer de vous la retrouver là vite fait, donc pardon, je prends un petit peu le temps de le faire. Il y en a une que j'adore, c'est d'ailleurs on l'avait vu dans la série, dans les magazines Atom.
le dernier tome avec Berserk est sorti d'ailleurs au passage. Si vous connaissez pas le magazine Atom, j'essaye de le combler comme je peux là. Si vous connaissez pas Atom, allez-y. Comment dire? Alors au niveau du trait, vous avez quelque chose pareil, un peu comme, un petit peu comme Shintaro Kago, un petit peu comme Ido Inushi. Vous avez quelque chose de très très fin, assez reconnaissable. Voilà, ce sont des auteurs vraiment qui ont un style assez atypique et reconnaissable. Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup, et je n'arrive pas à trouver celle que j'ai trouvée géniale, mais géniale, assez abstraite. Ah, ça m'embête. Bon, alors je sais plus. En tout cas, je vais vous en parler. Comme ça, je mettrai une image au moment où je vais vous le dire. C'est un petit peu long. Vous avez en fait des hommes qui rentrent dans le métro et qui ont un poignet à la main et qui s'accrochent à une main. En fait, c'est l'inverse. Je trouve ça absolument génial. C'est bien dommage qu'il y soit pas, à moins que je me trompe. C'est bizarre quand même. C'était pas là-dedans. Ah bah voilà, c'était tout au début. Tout ça pour ça. Voilà, vous voyez. Alors elle en plus, elle est en couleur. Oh, je trouve ça absolument fabuleux d'idées et de conception. Voilà, vous voyez un petit peu les auteurs un peu dérangés comme ça, et n'empêche que ça marche ça. Quand vous regardez, vous restez pas indifférent en fait. Vous restez à regarder le dessin et vous allez dans le détail. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, franchement, un grand bravo. Ensuite, on enchaîne. On enchaîne avec un maître, Satoshi Kon et Opus, tome 1 et tome 2. Alors, je n'ai lu que le tome 1. Donc on va poser le tome 2. Satoshi Kon, évidemment, c'est du Katsuhiro Otomo. On est sur du Akira. Évidemment, ces deux-là étaient sûrement copains comme cochons. On retrouve énormément ce style des années 80-90 avec Akira. Évidemment, Satoshi Kon, c'est aussi le Pacte de la Mer. C'est aussi Tokyo Godfather. Franchement, lisez du Satoshi Kon, lisez du Katsuhiro Otomo. Regardez les dessins, c'est propre. C'est extrêmement efficace. Ici, nous sommes dans une espèce de méta-science-fiction où un auteur de manga va plonger dans l'univers de son œuvre et son œuvre va aussi plonger dans sa réalité. Voilà, il y a une espèce de mélange. C'est extrêmement bien mené, extrêmement bien pensé sur ce premier tome. Je ne sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, j'ai adoré lire le premier. C'était vraiment frais, captivant. Ça allait vite au niveau de la lecture, ça allait vite au niveau des dessins. Le découpage est somme toute très très classique, hein, ce sont des cases, il n'y a vraiment pas de fioritures, d'effets et tout, de mise en page, pas du tout. Là on est vraiment à l'ancienne, mais ça marche extrêmement bien au niveau des traits, des dessins, du texte, voilà, c'est bien traduit, ça va vite. Bah, je me suis régalé, ce sera 4 étoiles pour l'instant pour ce premier tome, on verra bien s'il se maintient à ce niveau-là avec le tome 2 ou s'il franchit encore un cap. Voilà. Ensuite on va vous parler... Enfin, je vais vous parler, mais je dis on parce que je pense à Manga Badass qui en a parlé justement il y a 2-3 jours. Shinya Komatsu avec 3 mangas de l'autrice. Un été à Tsurumaki. Je pense que ça brille un peu. Voilà. Tohubohu. Voilà. Et Souvenir de la mer assoupie. Un petit titre tout mignon, tout en couleur, avec beaucoup de bleu, qui n'est pas rempli en fait, qui n'est pas sans rappeler Santorini, je crois, enfin la ville en Grèce, vous savez, évidemment il y a la mer, il y a le ciel, c'est très bleu, et des maisons très blanches, un peu comme ça, sur, je sais pas, la côte, la falaise, ouais, les montagnes, enfin, voilà, ça ressemble à ça. En fait, comme ça, je vais vous montrer un dessin. Donc d'ailleurs, en fait, l'autrice, à la fin, petit postface, parle de son vécu au bord de la mer, au niveau de la Méditerranée, et notamment à Santorini et à... On va dire ça tout de suite. Est-ce que je le vois? Non, et je vais pas perdre mon temps, on va pas rester 3 heures. Donc, nous avons des œuvres avec un univers très particulier, c'est une autrice un peu rêveuse, voilà, et elle nous embarque dans son univers, dans le message, mais il n'y a pas forcément de message. Enfin, il y a quelque chose d'assez onirique, on ne sait pas trop où on est, voilà, le souvenir de la mer assoupie, la mer fait des bulles, et puis les bulles retombent grâce à la lune, ça fait des perles de lune, et puis le phare marche, et puis ça s'arrête comme ça. On pense que c'est pas fini, qu'il y a peut-être un autre tome, mais non, ça s'arrête comme ça. La deuxième partie du manga, c'est plein de comme ça, gag manga, façon presque version numérique, comme ça, façon presque webtoon, vous voyez. Alors là, c'est pareil. Il y en a énormément, certains m'ont fait rigoler, d'autres non, parce que je vous l'ai dit, là je pense qu'il faut avoir la culture japonaise, il faut avoir certains clins d'œil, il faut avoir une certaine éducation pour pouvoir apprécier peut-être certaines situations que, en gros, occidental, français, je n'ai pas forcément. Donc des fois je passe à côté, je pense que je passe à côté, ou alors c'est juste pas drôle. Je sais pas.
peut-être les deux. Honnêtement, c'est propre, hein. Franchement, vous voyez, c'est une vraie petite promenade, une vraie fraîcheur. Alors, il est fin, il est à 14 € pour le coup, donc il est un peu cher. C'est peut-être ce qu'on va lui reprocher. Tohu Bohu et Un été à Tsurumaki sont dans la même veine. Voilà, on a, alors c'est pas tout en couleur, mais on a un manga avec des traits extrêmement atypiques aussi, qui vraiment ne laissent pas indifférent. Vous aimerez ou vous n'aimerez pas, mais vous vous laissez embarquer dans une promenade. Voilà, on ne sait jamais trop où on va dans ces univers un peu oniriques. Et c'est très très appréciable, parfois un peu triste, parfois un peu mélancolique. Il y a quelque chose de paisible à chaque fois. Celui que je préfère, c'est franchement Un été de Tsurumaki, qui, à mon sens, est le plus abouti de tous ceux que j'ai lus. Donc des trois là en l'occurrence, qui est vraiment mais splendide de fraîcheur et de légèreté. Et en même temps, on s'embarque, on lit ça avec grand plaisir. Lui, honnêtement, je lui mets 5 étoiles. C'est un des meilleurs one-shots que j'ai lu cette année. Il y aura un spécial one-shot en fin d'année, donc j'en parle juste là comme ça. 5 étoiles pour Un été à Tsurumaki, qui est franchement une vraie pépite. Lui, je vous le conseille très fortement si vous aimez les mangas un peu posés comme ça. Allez, on passe du côté du Lézard Noir. Tout ça, c'était chez Imo. Hop, alors c'était acheté d'occasion. C'est acheté, enfin, allez, de bonne occasion. C'était acheté à Apum Bapum avec Vampire tome 1 et Vampire tome 2 de Suehiro Maruo. Je n'avais que La jeune fille aux camélias et j'avoue que j'ai découvert cet auteur avec ce titre-là et c'était un petit peu difficile. Voilà, j'ai pas trouvé ça fou comme œuvre, même si je reconnais le dessin, je reconnais le trait. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup ce trait là aussi. C'est très pareil, c'est très marqué, très marquant au niveau de l'ambiance que c'est dégagé. Il y a beaucoup de jeux avec le noir, avec le blanc, avec la sensation de force dans le regard. C'est du Suehiro Maruo, c'est un peu déjanté, on est un peu dans le Deroguro, beaucoup moins dans le Vampire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé d'abord, c'est la qualité des mangas là. C'est de la couverture rigide, c'est cartonné. On a une œuvre extrêmement agréable. Vous avez vu ses visages, vous avez vu ses bouches, il y a quelque chose de très malsain. Il y a de la force qui se dégage dans l'œuvre, il y a de la force qui se dégage dans l'identité de l'auteur, il y a de la force qui se dégage dans les personnages, il y a de la force qui se dégage dans la façon de le narrer. C'est rythmé, on va tout droit à l'essentiel là, il n'y a pas de fioriture là-dedans. Voilà, on sait que ça va être déjanté, mais tout passe très bien, c'est maîtrisé. Moi je me suis régalé, j'ai lu les deux, mais alors ligne droite autoroute quoi. Hein, c'était là 10, ça, ou une autre à 10, enfin j'en sais rien. Voilà. Les personnages, bon, sont des vampires. Étrangement, j'avais l'impression qu'il était un peu marionnette. Ce qui n'est pas tout à fait faux au début. Quand on est un vampire, on a forcément été manipulé par un vampire supérieur. Mais ça va tout droit. On n'est pas en train de... Je me suis dit, j'espère que ça va pas nous faire à la Tokyo Ghoul ou n'importe quel truc de vampire où ils veulent pas bouffer, ils luttent contre eux-mêmes. Non mais c'est chiant en fait ça. Non mais franchement oui. Mais non en fait, là ils y vont franco, tac, je suis un vampire, ça va dépecer sévère. Donc ça marche bien, moi j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, pareil, il est un peu plus barré encore je trouve, hein, ça va un peu plus loin dans tout ce qui est le côté un peu orgiesque. Mais c'est vraiment très bon, hein. Franchement c'est très bon. Si vous cherchez du manga d'horreur, si vous cherchez quelque chose vraiment marqué au niveau de l'identité, que ce soit de la narration, du dessin, de l'auteur, Vampire de Suehiro Maruo, Lézard Noir, bah allez-y. Ensuite j'avais découvert cet auteur avec Gamma Draconis, un projet Lézard Noir franco-japonais je crois. Eldo Yoshimitsu qui nous signe Ryuko ici, hop, donc c'est pareil, c'est le Lézard Noir et on est un peu dans le même genre, de toute façon on n'est pas un peu, on est complètement dans le même genre de manga cartonné comme ça, rigide. Là aussi j'ai craqué parce que c'est des mangas que je ne trouve pas comme ça ici et que je n'ai pas forcément envie de faire venir parce que c'est fragile et que autant du manga souple comme ça, bon voilà, ça peut absorber beaucoup mieux les chocs, je trouve. Ça va se plier plus vite certes, mais ça absorbera mieux les chocs que ce genre de manga. Là, si vous pétez le dos, c'est terminé quoi en fait. Hein. Bon, alors Eldo Yoshimitsu, lui, j'ai trouvé que ce manga, alors j'ai posé le 2, je vais pas m'enquiquiner avec deux tomes. Hop, il est là. J'ai trouvé que ce manga était un véritable hommage à Kill Bill. Déjà, la cover, cheveux, alors femme,
dans une tenue assez atypique. Bon, elle n'est pas en jaune, mais c'est une espèce de tenue un peu guêpière, de longs cheveux rouges, bon pas jaune et noir évidemment, hein, sur une moto. Voilà, elle est forte, elle est très très forte, elle est sûre d'elle, elle a du caractère, elle a du physique prête pour se battre, elle a évidemment de l'intelligence. Bref, c'est vraiment un hommage au genre féminin pour le coup, hein, parce que c'est vraiment une héroïne d'une puissance rare dans tous les domaines. On sent hein, qu'elle a un réseau, elle est dotée d'anticipation, enfin, il y a énormément de maîtrise chez ce personnage. Le trait, lui, est puissant, vif, vous voyez. Tiens, bon, là, on la voit en action, voilà, on sent que ça rigole pas. C'est vraiment assez impressionnant. Maintenant, on aimera ou on n'aimera pas le côté brouillon, parce que voilà, le problème, c'est que c'est un manga qui est assez paradoxal. C'est un manga qui fait preuve d'extrêmement de finesse sur certains passages, comme vous le voyez ici, mais qui va être extrêmement brouillon sur d'autres, comme vous le voyez ici. Et c'est un peu dommage. Des fois, on ne comprend pas tout à ce qui se passe. Je pense que c'est volontaire, et je pense que c'est pour contraster avec, évidemment, l'évidence, pour marquer, en fait, le caractère fort du personnage. Des fois, on est vraiment dans un style très, très manga, et puis, paf, on bascule dans une espèce de genre un peu comics, où alors il y a plein de traits, c'est brouillon. Moi je suis pas très fan, hein. Donc voilà, par exemple, là on est plutôt dans quelque chose d'assez comics, alors que quelques pages avant, vous allez avoir un trait extrêmement manga. Alors pas celui-là du coup, parce que là aussi évidemment, comme c'est un peu à Tokyo, au milieu de la nuit, ah bah voilà, alors là par exemple, ce personnage-là, et encore elle c'est pas forcément top, mais là on est vraiment dans du manga pur. C'est assez étonnant ce contraste. Bon, ça passe, des fois la narration est un peu brouillonne, on est sur vraiment une histoire de vengeance en 2 tomes, de règlement de compte, de yakuza, évidemment, d'organisation, de complot mondial, même politique, voilà, mais bon, ça passe, je l'ai lu, je mettrai 3 étoiles pour cette... je l'ai pas dit avant, je crois. Mais ça, c'est 5 étoiles. Hein. Oh oui. Donc je mettrai 3 étoiles pour Ryuko de Eldo Yoshimitsu au Lézard Noir. Voilà, si vous aimez un peu ce genre polar et tout, bah ça passe très très bien. Voilà, bah écoutez... On arrive au bout de cette vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Lisez plein de mangas. Rendez-vous vendredi prochain pour les achats du mois de septembre. Et n'oubliez pas, je suis un simple villageois.